30 degrés un 17 mai, pas besoin d'être climatologue pour s'en convaincre. Quelque chose ne tourne pas rond côté météo. Un dôme de chaleur s'est donc installé sur le pays et les conséquences de cette chaleur se font déjà sentir. La sécheresse est là, les restrictions d'eau commencent, les rendements des récoltes, eux, sont en baisse et dans l'alimentation, certains prix sont en train de s'envoler. Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Lorsque l'on parle d'ores et déjà des conséquences de cette sécheresse, eh bien, on va partir tout de suite dans les Bouches-du-Rhône où elles sont très concrètes. Bonsoir Alexis Pluyette, vous êtes dans le bassin de Jouques où la rivière locale, le Réal, est à sec et vous êtes avec le maire de Jouques, Éric Garcin. Oui, absolument. On va vous montrer le Réal. Normalement, c'est une rivière. Et regardez, là, depuis quelques semaines, c'est carrément un ruisseau. Vous apercevez là-bas, c'est l'ancien barrage. Normalement, toutes ces pierres, elles sont complètement recouvertes d'eau. Et aujourd'hui, vous voyez bien, toutes ces pierres, tous ces rochers sont complètement apparents. C'est une situation de crise, a dit la préfecture, une situation catastrophique pour les habitants. On est avec le maire Éric Garcin. Bonjour. Vous me disiez que vous étiez enfant, vous plongiez dans ce qui était alors une rivière. Aujourd'hui, c'est impossible. C'est une situation catastrophique. Effectivement, quand on était enfant, tous les Joucards se baignaient dans la rivière l'été. Aujourd'hui, au mois de mai, c'est déjà plus possible. On est aujourd'hui, le débit de la rivière légèrement en aval est de 60 litres seconde, alors que la situation de crise est déclenchée à 180 litres seconde. Donc on est 3 fois en dessous le seuil qui déclenche la crise, donc c'est gravissime à cette époque-ci de l'année. Oui, c'est ça, la sécheresse, on l'a déjà connue, mais pas au mois de mai. Ah, jamais au mois de mai, jamais dans ces conditions. Et on est très très inquiet pour le devenir du biotope de la rivière. Oui, parce que là, vous disiez les conséquences concrètes. Par exemple, vous êtes agriculteur, vous ne pouvez pas arroser vos champs, vous récoltez du foin, c'est pas possible. Oui, effectivement, j'ai des terres le long de la rivière qui avant étaient arrosées en arrosage gravitaire très facilement. Aujourd'hui, c'est impossible d'arroser avec l'eau du ruisseau. Et donc, voilà, on subit un peu les conséquences de la sécheresse. Et pour les habitants aussi, impossible d'arroser la voiture, par exemple. Alors, c'est complètement interdit, ni arroser sa voiture, ni pomper l'eau directement dans le ruisseau pour arroser ses pelouses, ni même arroser son potager, c'est totalement interdit. Et vous disiez le biotope, là, il y avait des truites avant, et là, elles ne survivent pas dans une eau stagnante comme ça, qui chauffe avec la chaleur. Oui, c'est vrai, le fait qu'il y ait très peu de débit fait monter la température de l'eau, l'oxygénation ne se fait plus et les truites meurent. Donc les pêcheurs, ils ne peuvent plus pêcher? Ben non, cette année, ils ont renoncé à faire des lâchers et ils sont très inquiets pour leur bijou, quoi. Merci beaucoup, monsieur le maire. Voilà la situation à Jouques et la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a aucune goutte de pluie qui est annoncée pour les 10 prochains jours ici dans l'arrière-pays provençal. Merci Alexis Pluyette. Donc merci monsieur le maire aussi de Jouques dans les Bouches-du-Rhône. Avec nous pour commenter cette actualité qui nous concerne à divers titres, Gaël Musquet qui est météorologue spécialisé dans l'anticipation, la prévision et la prévention des catastrophes naturelles. Yann Polchet, climatologue spécialiste lui de l'eau au CNRS. Vous enseignez l'hydrologie à l'école polytechnique. Michael Nogal qui est directeur général de l'Association nationale des industries alimentaires, l'ANIA, et Joël Limousin, vice-président de la FNSEA, responsable de la gestion des risques climatique et sanitaire. Je commence avec vous, Yann Polchet. On regarde la carte des restrictions d'eau dans notre pays. Elle touche déjà de très nombreuses régions. Est-ce qu'on est déjà dans des seuils critiques? Oui. La réponse courte est oui, et tout simplement parce qu'il n'y a plus assez d'eau dans les sols pour alimenter les plantes qui donc ne peuvent pas fonctionner et meurent au bout d'un moment. Donc ça inhibe, ça gêne l'agriculture, mais aussi comme on a entendu dans l'intervention précédente, si on dit qu'il y a moins d'eau dans les sols, il y en a moins dans les nappes, les rivières sont moins alimentées et contenant moins d'eau, elles sont plus chaudes, ça génère des problèmes pour tout l'écosystème aquatique. Donc il faut craindre des pénuries d'eau à court terme? Pour les agriculteurs, et sans doute qu'il faudra imposer des restrictions. Il y a un ordre de priorité dans l'eau dont on dispose. Et évidemment, les villes, nos besoins domestiques sont prioritaires. Ensuite, c'est souvent l'agriculture et, in fine, les lacs d'usage récréationnel pour le week-end, quoi. Gaël Musquet, pourquoi cette chaleur au mois de mai, ou plutôt pourquoi ce dôme de chaleur? Et puisque vous pouvez nous décrire ce qu'on appelle justement un dôme de chaleur, parce que ça nous a tous marqués aujourd'hui. On a des phénomènes qui se conjuguent, anticycloniques, qui vont forcer en fait des masses de chaleur à se concentrer longtemps
sur une zone. Ces phénomènes-là vont être de plus en plus récurrents, malheureusement. Oui. Le GIEC nous le dit depuis des dizaines d'années, on le sait. On va devoir faire face à ces crises de manière régulière, de manière répétée. Et aujourd'hui, j'aime bien parler de la Convention de Sendai, du cadre d'action de Sendai qui recommande aujourd'hui de s'adapter. On n'est plus aujourd'hui dans essayer d'atténuer, même si les COP se succèdent et que les rapports du GIEC se succèdent. On doit, malheureusement, Mère Nature nous impose aujourd'hui de nous adapter à ces crises. Mais très concrètement, ce dôme de chaleur aujourd'hui, il vient d'où? Enfin, comment est-il apparu? On peut le... En fait, on est sur des conjonctions en fait, météorologiques qui sont précoces par rapport à ce qu'on attend d'habitude au mois de juin, au mois de juillet. Et la planète, on vit aussi ces dômes de chaleur. On les a connus dans le sud de l'Europe l'année dernière, en plein été, avec des feux de forêt qui ont été très violents. On est sur un risque qui est multifactoriel derrière. Le Pakistan, l'Inde, c'est un problème global. Aujourd'hui, la France le subit aujourd'hui, comme l'Inde et le Pakistan le subissent. On a dans l'actualité récente avec des conséquences aussi infiniment plus graves sur la santé, là pour le coup, qui affecte carrément la vie humaine. Ce mois de mai pourrait-il d'ores et déjà être l'un des plus chauds jamais observés? On est déjà dans les records aujourd'hui. On est déjà dans les records. On bat déjà des records en termes de déficit hydrique, de précipitations et de conjonction aujourd'hui pour les plantes qui font face aujourd'hui à des chaleurs tellement énormes que cela va gêner en fait la germination, la floraison. On va avoir, comme pour le gel, des problèmes aussi de floraison au niveau des plantes. On voit la carte météo aujourd'hui, apparemment demain c'est encore pire. C'est encore pire. Oui, tu sais, on a souvent parlé de ces problèmes-là en disant la fonte des glaces, la disparition des ours polaires. Bon, on y est. Il faut s'adapter aujourd'hui. C'est cru de dire ça. Ce sont des fonds qu'il va falloir injecter. Ce sont la culture du risque qu'il va aussi falloir inculquer aux populations et aux différents secteurs d'activité qui vont être impactés par ces sécheresses. Alors, avant de redonner la parole à nos invités, Magali Chalet, faisons un état des lieux de la sécheresse avec vous et surtout des mesures annoncées par le gouvernement. 16 départements sont déjà soumis à des restrictions d'eau. On va le voir. Pour commencer, ce sera les départements qui sont en gris. Ce sont ceux qui sont soumis à une alerte vigilance, comme dans le Pas-de-Calais, également dans les Bouches-du-Rhône, on en a parlé, ou encore dans le Morbihan. Eh bien, dans ces départements, les professionnels et les particuliers sont seulement incités à faire des économies d'eau. En revanche, les départements qui sont en jaune, vous le voyez ici, ce sont les départements qui sont en alerte, comme par exemple les Alpes-Maritimes ou encore la Drôme. Eh bien, dans ces départements, les arrosages de terres agricoles sont réduits de 50%. Ils peuvent même être interdits jusqu'à 3 jours par semaine. Et puis, il peut aussi être interdit d'arroser son jardin ou les espaces verts à certaines heures de la journée. Et enfin, regardons maintenant les départements qui sont en orange, sont ceux qui sont en alerte renforcée, comme par exemple l'Ain ou la Vienne. Eh bien là, l'alerte est renforcée, donc la situation est plus grave et les restrictions sont plus sévères. Par exemple, l'interdiction d'arrosage des terres agricoles peut être portée à 5 jours. Et puis, le fait de laver sa voiture ou encore d'arroser son jardin peut carrément être interdit. Merci beaucoup Magali Chalet. Michael Nogal, on a un fâcheux alignement des planètes parce que la guerre en Ukraine, la crise de l'énergie, l'inflation mondiale et maintenant la sécheresse. Quelles sont les cultures qui en font les frais ? Alors bon, je laisserai parler nos amis de la FNSEA tout à l'heure, mais vous avez évidemment les céréales qui, si vous n'avez pas d'eau, si vous n'avez pas assez d'eau, vous avez des rendements moins importants. Et donc derrière, ça a un impact sur toute la filière alimentaire, puisque le blé tendre vous permet de faire la farine, de fabriquer des viennoiseries, des biscuits. Et donc vos téléspectateurs qui sont peut-être à table au moment où on se parle doivent se rendre compte que ce qu'ils ont justement sur cette table pourrait augmenter demain, mais aussi pourrait parfois être amené à manquer. On a vécu l'épisode très récent et on est encore dedans sur l'huile de tournesol notamment, puisque vous le savez, la Russie et l'Ukraine exportent pour 80% des volumes mondiaux d'huile de tournesol. Ça, vos téléspectateurs le voient dans les supermarchés aujourd'hui. On est en effet dans un cumul de crises qui va avoir un impact depuis l'amont agricole, même, j'allais dire, depuis la météo, on a des experts météo ici, jusqu'à ce que vous avez dans l'assiette, qui évidemment peut, comme j'ai dit, être amené à manquer ou alors va augmenter. C'est malheureusement un constat qu'on doit faire. Alors c'est très clair, les agriculteurs souffrent. On en parlait avec un céréalier la semaine dernière dans cette même émission, Joël Limousin. Il a plu depuis, mais sans doute évidemment pas suffisamment.
Non, il n'a pas plu depuis. Il est tombé quelques millimètres ici oui, ou là. d'accord. Alors, on n'a pas la même notion de la pluie. Non, on n'a pas la même question de notion. Parisien, je peux le Probablement, parce que quand l'eau tombe sur le bitume, ça fait pas pareil, quoi. Non, plus sérieusement, on est quand même dans une situation qui s'amplifie et qui s'empire. Quand je vois les chiffres de température annoncés aujourd'hui, on est des températures de la mi-juillet. À une situation où, au niveau des céréales, chaque jour qui passe, c'est du rendement en moins. Et j'ose dire ici que selon les situations de région, on peut avoir de 20 à 30%, 40% peut-être sur des terres très légères, de perte de rendement dans certaines situations. On a déjà connu ça, ces chiffres que vous venez de me donner? On a connu ce genre de situation en 1976, en 2003. On a connu des sécheresses extravagantes. Ce qui fait la différence, notamment, et vous l'avez bien insisté tout à l'heure, c'est qu'on a des faux printemps, avec des mois de janvier qui sont très doux, février, un petit coup de gel qui vient derrière, qui a été violent en 2021, a même impact en 2022, et on voit qu'on passe d'un froid à une situation de grosse chaleur. Et ça, c'est l'adaptation au changement climatique, où le monde agricole, on est déjà rentré dedans déjà depuis 10 ans. Quelques questions rapides, excusez-moi Joël Limousin. Quels sont les secteurs les plus touchés? Aujourd'hui, les céréales, les blés durs, les blés tendres, ainsi que les orges. Ça, c'est la situation actuelle. Avec quelles conséquences sur les prix? Parce que déjà, c'est... Là, le marché des céréales, mais monsieur le sait parfaitement mieux que moi, le marché des céréales, c'est un marché mondial. Et donc, on a aujourd'hui une demande beaucoup plus importante que l'offre. Oui. Plus le conflit en Ukraine fait que, regardez la décision de l'Inde aujourd'hui qui veut garder compte tenu de la situation, fait que les prix s'envolent. Précisez à nos téléspectateurs que l'Inde interdit ses exportations de céréales pour cause de sécheresse et que les prix évidemment atteignent des records. Donc on était l'année dernière à du 150, 200 euros la tonne, on est rendu à du 438, on peut très bien monter jusqu'à 500 euros la tonne. Rien n'empêche tout cela. Je rappelle malgré tout que les agriculteurs... Pardonnez-moi, quand on dit 500 euros la tonne, on a l'impression que c'est un tarif qui reste encore très modeste par rapport à ce qu'on imagine être une tonne de céréales. Oui, c'est vrai que quand on était payé, nous les agriculteurs, aux alentours de 150 euros la tonne, qui était un prix trop bas, mais qui nécessitait, pour arriver à vivre correctement, autour de 200, 250 euros la tonne, on se dit ça permet... quand on a des charges qui sont à peu près raisonnables, de tenir le choc. Là, on va arriver quasiment à un doublement du prix de la céréale. Donc, ça a un impact, bien entendu, intéressant pour les céréaliers, compte tenu des coûts de production qui est quand même pertinent. Oui. Par contre, pour les éleveurs, ça a aussi un impact, c'est que le coût de l'aliment augmente. Oui. Et ça va jusqu'à l'alimentation du bétail. L'alimentation du bétail. Et c'est là la discussion que nous avons pour essayer de voir comment on peut trouver un équilibre entre l'intérêt des éleveurs et l'intérêt des céréaliers. Mais je rappelle aussi qu'il y a eu beaucoup de céréaliers qui avaient déjà vendu, il y a déjà 6 mois, 8 mois, leur récolte de céréales actuelle, à un prix aux alentours de 300, 350 euros la tonne. Oui. Et donc, des contrats ont été signés, et ce qui fait que, quand on voit le prix de marché, ça pose des vraies difficultés. Donc, faut-il aller sur une indexation? Ils ont vendu, par exemple, à 248 euros le 3 janvier. Ils se retrouvent en ce moment avec une tonne qui est à 500 dans le marché réel. Mais il a signé un contrat à ces tarifs-là. Oui. Bon, vous voyez que quand il avait signé à ce moment-là, c'était aussi de se donner des perspectives de solidité et de pérennité. Yann-Paul Chevaulier. Oui, je voulais vous rajouter que d'un point de vue d'un climatologue, ça surprend guère, parce que justement, le changement climatique va apporter des hivers plus doux. Qui dit hiver plus doux dit plus d'évaporation. Donc, la période de repos de la végétation et aussi donc de recharge des nappes est moins efficace. Et on se retrouvera les printemps avec des sols asséchés et des cultures qui n'arriveront pas à démarrer. Vous venez de dire au vice-président de la FNSEA que son métier allait devenir quasiment impossible dans les années à venir. Non, une adaptation sera nécessaire. C'est-à-dire qu'on a structuré toute notre société sur le climat du XXe siècle. Et aujourd'hui, on est dans un nouveau climat et il va falloir réorganiser notre société, produire d'autres cultures, utiliser notre eau de façon plus intelligente, parce qu'on n'aura plus l'eau qu'on a eue au XXe siècle, c'est tout. Je partage à peine sur la quantité d'eau. Moi, j'ai le sentiment, malgré tout, qu'on a une quantité d'eau peut-être aussi importante, mais de plus en plus mal répartie. Elle s'évapore plus rapidement maintenant. Oui, elle s'évapore plus rapidement, mais c'est d'arriver à faire des cultures qui puissent profiter de la période hivernale. Et aujourd'hui, beaucoup d'éleveurs, depuis 5-6 ans,
en Lozère, en Aveyron, essayent de faire des métailles, des mélanges fourragers semés à l'automne pour pouvoir faire des stocks pour faire face à une sécheresse qui est très longue, bien évidemment, en période estivale. C'est une stratégie d'adaptation. C'est une stratégie d'adaptation. Donc ne disons pas que les agriculteurs ne sont pas adaptés. Ils sont déjà rentrés dans cette adaptation depuis très longtemps avec culture d'hiver et culture d'été. Dominique Enrac, bonsoir. Vous êtes président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française. Vous êtes vous-même boulanger. Merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que vous avez augmenté le prix de votre baguette ? Mais écoutez, nous, on l'a pas encore augmenté. Là, c'est comme une bonne partie de boulangers, disons qu'on regardait à peu près 50% l'ont fait, qui ont été déjà touchés par une augmentation souvent de 5 centimes, et une autre partie l'a pas fait, attend encore un petit peu. Quelle est la marge nette pour un boulanger sur une baguette aujourd'hui ? Bah écoutez, là aujourd'hui, je dirais que l'année qui a passé, vous savez, quand un boulanger peut mettre en gros 10 centimes net sur une baguette, ça peut être ce qu'on peut parler de bénéfice, puisque vous avez quand même les matières premières, la masse salariale qui est le plus gros poste, et ensuite les charges fixes. Donc on arrive, grosso modo, c'est ce qu'on arrive à prendre souvent sur une baguette. Donc le risque de pénurie d'eau, c'est aussi un vrai sujet pour vous, boulanger, une véritable inquiétude en conséquences à venir. Tout à fait. Cette sécheresse, en fait, nous inquiète puisque on n'a aucune visibilité sur les cultures. Là, on a un cours du blé qui a encore explosé. Alors, on va voir parce que c'est quand même de la spéculation dès que un pays retire son blé du marché. Donc, on va voir. Vous vouliez réagir, Michaël Nogal ? Parce qu'on est en train de parler de l'eau et des matières premières agricoles. Les enjeux auxquels doivent faire face les agriculteurs comme les industriels, c'est aussi les surcoûts en termes d'énergie. Et derrière, pour les consommateurs, le prix qu'ils payent un aliment, un produit, c'est à la fois les surcoûts en termes de culture, d'agriculture, et puis c'est l'énergie qui a augmenté. Et ça, vos téléspectateurs le voient aussi, l'électricité, le gaz, tout ça augmente. Les emballages. Quand on parle de blé tendre, mais le blé dur qui sert à faire les pâtes ou la semoule, vous avez besoin de l'emballer dans du carton, par exemple. Le carton augmente. Donc, à la fin, c'est toute une conjoncture qui est difficile et qui entraîne ces surcoûts, cette inflation. Inflation qui est quand même un peu plus maîtrisée en France qu'au niveau européen ou au niveau international, mais qui se voit aujourd'hui, en effet, sur les prix. Dominique Enrac, chez le boulanger, il y a des fours. Est-ce que la facture d'électricité, là aussi, elle est en train d'augmenter pour vous ? Oui, tout à fait. Alors, on a eu une première augmentation qui a été faite déjà en début de saison. Et là, il y a eu des grosses augmentations d'électricité, mais qui ont quand même été couvertes par une action gouvernementale qui a permis d'ailleurs à des boulangers de pouvoir régler leurs factures. Sinon, en décembre, ça aurait été compliqué. Donc, c'est vrai que l'énergie aujourd'hui, notamment même pour les gens qui font des tournées, pour le prix de l'essence, ça devient quelque chose d'assez problématique. On va regarder les produits de l'alimentaire les plus touchés par ces hausses. On va vous proposer un tableau que vous allez découvrir dans quelques instants. Petite parenthèse, Michaël Nogal, les négociations avec les distributeurs sont toujours en cours en ce moment. Est-ce que vous réclamez une date butoir et des nouveaux tarifs ? Oui, alors pour expliquer un peu comment se passent les relations entre les industriels et la distribution, c'est que en début d'année, on négocie pour fixer les prix pour l'année. Aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine et notamment la grippe aviaire, on n'a pas parlé de la grippe aviaire, mais 16 millions de volailles abattues dans notre pays, donc c'est un impact sur la filière volaille, sur les œufs. On réouvre des négociations depuis quelques semaines, mais on assiste, nous, du côté des industriels, à un jeu un peu malsain parfois avec les distributeurs qui jouent la montre sur ces négociations, qui ne veulent pas forcément accepter les hausses de tarifs. Et pourtant, on sait les objectiver. Vous montrez des chiffres qui sont très justes. Les matières premières agricoles augmentent, l'énergie augmente, les emballages, le carburant. Tout ça, les Français le voient. Aujourd'hui, les distributeurs n'acceptent pas forcément que les industriels leur présentent des tarifs qui soient à la hausse. Pourtant, on a besoin de ça et il en va de la souveraineté alimentaire. Quand on parle de souveraineté alimentaire aujourd'hui, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on vit des crises et on les subit. On n'est pas capable de trouver les bonnes solutions, que ce soit en termes de production. Je suis sûr que vous avez une idée si vous nous dites ça. Les réponses, elles sont variées. D'abord, on ne peut pas faire l'exception d'une hausse des tarifs du côté de la distribution. En tenant en compte évidemment les besoins des Français, vous avez des Français qui ont des difficultés à boucler les fins de mois et pour qui le panier alimentaire est un poste de dépense important. Pour rappel, le chiffre, c'est 11% aujourd'hui du budget des ménages qui est consacré à l'alimentation. Il y a 25 ans, c'était autour de 20%.
Bon, ça ne pèse pas du même poids pour tout le monde, évidemment. Exactement. Et donc, pour ces Français qui ont des difficultés, le gouvernement a évoqué la question du chèque alimentaire. On souhaite que ce chèque alimentaire, il soit distribué aux ménages les plus modestes et qu'il concerne un ensemble de produits, à la fois des produits bruts et des produits transformés. Par exemple, la baguette, le paquet de farine dans les supermarchés que vous pouvez retrouver. Tout ça doit pouvoir faire partie du panier accessible pour tous les Français. Tout ce qu'on explique est très important pour la vie quotidienne des Français, mais on ne peut pas avancer dans cette émission sans évoquer des problèmes qui sont d'un autre ordre. Gaël Musquet évoquait en début d'émission les conséquences à court et moyen terme. Le réchauffement climatique est une réalité avec des conséquences concrètes. Dans la Corne de l'Afrique, on a visiblement en ce moment la pire sécheresse depuis 40 ans. Enfin, quelle urgence en termes aujourd'hui de prise en charge des efforts que l'on doit faire. Enfin, est-ce que nous sommes mûrs pour changer de civilisation? Parce que c'est quand même ça qui est en question. Exactement. Non, il faut réorganiser notre société pour qu'elle soit plus économe en énergie et qu'on essaye d'aller vers des énergies renouvelables et aussi un certain réchauffement climatique est déjà en cours, on n'arrivera pas à l'empêcher et donc il faut s'adapter à celui-là et empêcher que la situation s'aggrave encore plus. Réorganiser notre société, ça veut dire quoi? Je sais que c'est pas facile, mais voilà, pour qu'on reste pas dans des images qui n'aient pas de c'est-à-dire que peut-être que l'eau dont on dispose, que la nature veut bien nous laisser, on la gère pas par rapport aux intérêts particuliers ou économiques de certains, mais par rapport aux services rendus à la société, et que donc on ait vraiment une approche plus globale de l'utilisation de l'eau dont on dispose. Comment vous évaluez ça? Alors on va dire bien entendu les céréales, c'est essentiel. Oui. La construction, le lieu où l'on vit, c'est important. Une paire de chaussures, on peut traiter ça avec négligence, mais ça l'est pas. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Non mais alors Gaël Musquet veut intervenir. Je juste compléter sur le propos sur la réorganisation. Pas obligé d'aller jusqu'en Afrique. Vous avez les territoires d'outre-mer. Je prends le cas de la Guadeloupe où je suis né. Oui. On a des coupures d'eau, même en période normale, quotidienne. Sur un camp de réfugiés où j'ai pu travailler, vous savez que le manque d'eau potable, c'est le premier risque social qui crée de la tension. Donc aujourd'hui, ce qu'on doit s'inspirer de ces départements d'outre-mer, je prends les Tuamotu, la Polynésie. En Polynésie, dans les Tuamotu, pas de ruissellement, donc pas d'eau gravitaire pour pouvoir alimenter l'eau potable, et pas de nappe phréatique. Donc, comment on fait dans les Tuamotu? On ne fait pas venir des bouteilles d'Evian par d'autres marques par avion. On se nourrit, on s'abreuve avec... Donc je vais donner Volvic, avec... voilà. Ça c'est fait. Avec l'eau de pluie. C'est l'eau de pluie qui est sacralisée. Donc se réorganiser, c'est, comme on le fait en Belgique, avoir des réservoirs d'eau dans les habitats collectifs qui permettent de stocker en cas de grosse averse, parce que c'est ce qui nous pend au nez après. C'est que nos sols sont secs aujourd'hui et on risque d'avoir, à la fin de cet épisode-là, de grosses pluies qui vont ruisseler et qui vont pas être stockées et qui vont pas pénétrer dans les nappes, parce que c'est l'hiver qui est la période la plus propice. Donc se réorganiser, c'est aussi changer notre habitat pour stocker cette eau temporairement et la mettre à disposition de ceux qui en ont besoin et remplir nos greniers. Alors, moi, c'est un intérêt majeur qu'on doit avoir tous ensemble. Pour l'eau, on doit la gérer de façon commune. Collective. Eau potable, équilibre des milieux et eau économique pour l'agriculture, l'industrie, etc. Mais il faut qu'on sorte de ces carcans. On nous disait, l'eau, on la stocke quand elle tombe l'hiver. Non, aujourd'hui, elle peut tomber en plein été. 2018, dans mon département, on a fait le choix de faire du stockage à partir du 15 janvier. Parce que si on avait prélevé dans le milieu avant, on mettait en difficulté le milieu. Par contre, il faut qu'on sorte sur la possibilité qu'au mois de juin, mois de juillet, il peut pleuvoir. Et là, on va nous dire, ah non, la réglementation nous interdit de stocker l'eau. Et on va laisser partir l'eau à la mer, bien tranquillement. Donc, soit on change complètement notre logiciel pour se dire, l'eau qui tombe à n'importe quel moment de l'année, dans un cadre d'équilibre pour l'eau potable, l'équilibre des milieux et l'eau pour l'agriculture, on puisse arriver à la gérer collégialement. Ça fait 25 ans qu'on a mis ça en place dans mon département. Et aujourd'hui, ça fonctionne. Département touristique, la Vendée, où il fallait de l'eau potable. Mais on a noyé des terres agricoles pour récolter de l'eau potable pour la population. Donc en contrepartie, nous on a demandé, OK, mais si vous voulez la souveraineté alimentaire, il faut qu'on ait la capacité de gérer cette eau pour des cultures qui, paradoxalement, l'agriculture biologique s'est développée dans le sud Vendée, dans les zones où c'était plutôt sec, mais où il y a de l'irrigation. Donc, les productions de semences qui étaient parties à l'étranger, elles sont revenues sur le département parce qu'on avait la sécurité de l'eau. Donc, il faut qu'on puisse trouver le moyen pour augmenter le niveau du marais Poitevin,
parce qu'on a augmenté le niveau des nappes. Mais c'est un calcul assez savant pour gérer cette eau. Mais il faut qu'on sorte de cette idée que l'eau, elle tombe pas moins qu'avant, elle en tombe autant, mais de plus en plus mal répartie. J'ai 10 secondes à vous donner. Un message auprès des pouvoirs publics. Madame Polony nous attend. Auprès des pouvoirs publics, on a besoin de protéger nos agriculteurs, notre industrie. On est là pour nourrir les Français, c'est notre responsabilité. Et on a besoin notamment des préfets qui, sur le terrain, prennent ces décisions de coupure, de rationnement. On a besoin d'être soutenus pendant cette crise. Vous les avez bien utilisés, ces 10 secondes. Merci infiniment les uns les autres. Je salue Dominique Enrac, qui était avec nous, avec Marion Delpierre. Et